Bonsoir à tous les amis supporters marseillais. Bienvenue dans ce premier live de notre chaîne, la nouvelle chaîne qui s'appelle Kingdom. C'est un jeu de mots trouvé par l'équipe. Le royaume un peu de l'Olympique de Marseille. Vous allez découvrir tout ce qui représente l'OM à travers toute notre équipe. Je ne serai pas seul, du coup. J'aurai avec moi mes acolytes de toujours. On a fait partie d'une équipe qui était très dynamique, très soudée. Et maintenant, on a lancé notre propre chaîne et j'espère que vous allez nous écouter aussi et pourquoi pas nous rejoindre après pour débattre sur l'OM, sur les matchs de préparation, sur le mercato aussi qui s'annonce, on va dire, palpitant malgré les finances un peu en dents de scie de l'OM. Mais malgré tout, on reste optimiste. On a une belle saison à venir, surtout avec la Ligue des Champions de retour au Vélodrome. Et j'espère que voilà, vous nous rejoindrez et j'espère qu'on sera tous à la hauteur. Du coup, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas plutôt seul. Je serai avec toute mon équipe de Kingdom. On va commencer par le sage de la bande, Seb. Comment ça va? Salut, Mahmoud. Bien et toi? Alors, bien hypé par cette équipe de l'Olympique de Marseille. Euh, on va y aller doucement. On va y aller On va, doucement. on va pas trop s'enflammer. Nos expériences passées, pour nous cinq, ainsi que pour celles de l'OM, nous ont appris à y aller mollo et à analyser tranquillement cette pré-saison pour qu'on puisse expliquer tout cela tranquillement à nos amis supporters. Voilà, Seb, comme je l'ai dit, on l'appelle le sage parce qu'il manie le verbe à la perfection. Il a toujours le mot juste sur tous les mots MAUX de l'Olympique de Marseille. Et je vais inviter un autre compère, John. Salut, John. ça va? Alors, très hypé par l'OM ou pas du tout? Très hypé par cette première mi-temps. Donc, on a recruté des super jeunes. Bon, il va falloir leur donner le temps de s'acclimater au haut niveau. On a vu qu'on avait pas mal de soucis. Bah, après, c'était surtout pour les montrer, pour les vendre, hein. Mais de bon augure, on va faire une belle saison. J'espère avec toutes nos recrues, aussi les joueurs qui sont restés aussi, les cadres de cette équipe. Bien sûr, il y aura des départs, certainement, certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction la saison dernière, même aussi les saisons précédentes. Et on va inviter aussi le tacticien, le maître tacticien de la bande, j'ai nommé Jam. Comment ça va, Jam? Salut tout le monde, salut. Ben moi je voudrais rebondir, comme l'a dit très bien John. Il faut laisser du temps aux jeunes recrues de s'acclimater à l'Olympique de Marseille. Je pense surtout, il faut laisser du temps à Harit, à Kondogbia, à Mopé de s'imprégner de l'Olympique de Marseille pour se donner à 100%. On attend d'eux vraiment de passer un palier, ces jeunes recrues, hein, ces jeunes poulains fougueux. On attend d'eux qui passent un cap. Donc voilà, donc j'attends surtout de ces trois-là surtout. Hein, vraiment, je pense qu'il y a matière à exploiter leur qualité au service du collectif marseillais. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous laisse terminer. Vous avez reconnu le sarcasme légendaire de Jam et qui est le tacticien de la bande. Et je vais inviter. Et le roi de la merguez. Et le roi de la merguez aussi. Ah oui, 100% merguez. Je vais inviter quelqu'un qui est le sosie officiel d'un joueur que vous connaissez bien et je pense que vous haïssez bien aussi. J'invite à la table Morgane. Comment ça va, Morgane? Buonasera, messieurs, buonasera. Je voudrais passer un petit bonjour à Omar Sharif, spécialiste en poulain de jeu. Bonjour à tous les gars, ça fait plaisir de se reparler en live et si la team a suivi, ce serait super cool. Franchement, honnêtement, ça a fait un grand plaisir de pouvoir parler de l'OM tous ensemble. Je suis pas du tout hypé, voilà, désolé, hein, mais comme ça.
Bon, après, on a investi sur le nouveau maillot, on est passionné comme tout le monde, on est abonné, etc. Mais là, ouais, ça fait un peu peur quand même. Voilà, c'est le recrutement qui fait peur, comme on dit. Hein, voilà. Morgan, le sosie officiel de John Winfield. Ouais, mais je suis pas aussi grand, les gars. Pas de chance. J'ai pas ça. Mais non, sinon j'aurais signé à l'OM, je vous le dis. J'aurais pas fait l'erreur. J'en aurais laissé passer un. Bon, les amis, on va aborder les sujets qui fâchent un peu. Oui. Voilà les matchs de préparation. Le premier face à Excelsior, une défaite néerlandaise. Victoire nette sans bavure 5-0. Donc, première mi-temps, voilà, expédié vite fait, 5-0. Vous avez eu une bonne impression de cette première mi-temps? Je vais commencer par toi, Seb. Avec l'équipe de Zidane titulaire, c'est beaucoup plus simple. On va dire, on a vu des joueurs qui étaient plus ou moins pris avec certains automatismes. Après, c'est un premier match contre une D3. On va dire qu'on retiendra que les 47 premières minutes, puisque ceux qu'on a fait rentrer en seconde, ce sont ceux que l'on connaît depuis maintenant 2 ans, voire l'année dernière. Et on va dire qu'il ne s'est absolument rien passé en seconde période. Donc, on va dire que l'équipe à 80% type s'est amusée durant la première période. Pour le reste, je ne jugerai que 45 minutes sur les 90. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir vu un 11 type qui carbure et les remplaçants qui n'ont pas hauteur. Toi, John, t'en pensais quoi en même temps face à Excelsior? Ma première mi-temps face à Excelsior, du coup, c'était déjà d'une l'équipe type. On se rend compte que on a des recrues qui sont vite fait mis dans le moule. Donc, on a pu tester cette défense centrale 100% argentine. Et on se rend compte vraiment que par rapport à la deuxième mi-temps d'aujourd'hui, où il a reconduit la même défense, on a l'impression qu'on va partir sur cette défense centrale et qu'ils vont aller chercher un défenseur gauche, alors qu'à la base, il partait surtout sur ce système avec Medina à gauche. On se rend compte aussi, si vous pouvez voir, que Balerdi prend plus la profondeur et puis on profite de ses passes vers l'avant qui fait que justement tu as une défense qui se transforme en 3-4-3 quand on part avec le ballon. Donc ça change par rapport au fait que c'était Merlin. Et c'est de bon augure justement pour cette entente défensive. Puis après, on a vu Gomez qui est là comme si ça faisait un moment. Il passe du 6 au 8 au 10, il est partout. Il récupère un nombre incalculable de ballons et il va nous faire du bien. Donc au niveau des recrues, déjà, c'est pas mal. Et nous les avons perdus. Donc, c'est pas grave. Moi, je prends le relais. En fait, je crois que. Alors, Morgane, je crois que tu as le micro qui fait un retour. Ouais. Normalement, ça devrait aller là. Oui, c'est bon. Alors, moi, sur le premier match, j'ai trouvé tout de suite des automatismes qu'on avait déjà vus l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, par rapport aux autres saisons, on a gardé quand même une ossature. Cette ossature te garantit quand même un minimum de choses. Donc c'est déjà ça. C'est vrai que on a été tellement habitué à la grande lessive entre guillemets, et que même on n'avait pas vraiment de titulaire. Et là finalement, on voit que juste en ajoutant Gomez et Medina, le reste c'est les mêmes, mais ça fonctionne. Donc je suis assez rassuré sur le 11, même s'il n'est pas parfait. Mais je suis assez rassuré sur le 11 que j'ai vu. Franchement, c'était très très correct. Ça a montré des choses, ça jouait. Il y a beaucoup de phases de transition qui étaient très intéressantes. Sur le première mi-temps, tout va bien. Par contre, sur la seconde mi-temps, on va laisser d'abord parler Morgane sur la première mi-temps et puis après peut-être qu'on débriefera la seconde mi-temps qui est pas tout à fait du même acabit. Après, vas-y Morgane. Sur la première mi-temps, mes copains, pour moi, voilà, on a Marseille qui maîtrise son sujet face à une équipe, rappelons-le, ultra faible, avec un gardien qui, pour moi, est le préparateur physique. Je pense que le mec a jamais joué gardien.
Non, mais voilà, faut le dire, les mecs. Les 3 buts qu'il prend, les premiers, il trébuche, il tombe, il fait pas une sortie dans les pieds corrects et tout. Donc voilà, après, honnêtement, je pense que voilà, c'était pas fou non plus, mais après, voilà, ils ont su mettre un rythme, imposer quelque chose. Tu vois que Jonathan Draw a pas eu beaucoup de temps de repos et qu'il est encore en forme physique. T'as Greenwood qui est très bien rentré dans sa saison, dans son début de saison. Je l'ai trouvé bien affûté. Après, bah ouais, honnêtement, oui, Angel Gomez, t'as l'impression que ça fait un moment qu'il est là. Après, bon, lui, c'est attention aux blessures. C'est un mec qu'il va falloir reposer aussi. Et je trouve que ça prend plutôt bien la place de Rongier, quoi, dans ce milieu de terrain. Par contre, on voit que Kondogbia n'a plus du tout sa place, quoi. Je suis désolé, parce que même face à une équipe comme ça, il n'a pas réussi à s'imposer physiquement. Mopé, pareil. Enfin, ça, voilà. Pour moi, on voit les limites de certains, quoi. On voit vraiment les limites de certains. On n'est que le début de saison, mais on voit vraiment les limites. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Seb? Là, on reste encore sur le match d'hier avant de traiter celui d'aujourd'hui. On connaît cette équipe. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ça fait 2 ans qu'on traîne les mêmes joueurs. Ouais, Parler de ceux de la deuxième mi-temps, ça ne m'intéresse pas, étant donné qu'on va encore radoter pendant des lives et des lives. Non, la première mi-temps a été maîtrisée, le collectif est bien huilé. ouais. Par contre, par rapport à la défense argentine, il va falloir quand même se poser des questions par rapport à leur remplaçant. Oui. Parce que qui dit argentin dit biscotte. Et je vous laisse imaginer une défense réglée avec Cornelius. Ouais. Je pense qu'on pourrait commencer à avoir des mots de tête. Après, le petit Riley, c'était pas dégueu. Hein. Le petit Riley, c'était pas dégueu. De ce que oui, j'ai mais vu, je l'ai pas. Non, mais voilà. Après, on s'est tapé quand il faut, mais j'ai trouvé que techniquement, c'était propre, quoi. Tu vois. Ah non, mais c'est pas pour Riley, moi, que je parle. C'est pour Cornelius. Oui, non, mais je sais bien. C'est pour Cornelius. C'est-à-dire que on en a déjà discuté en off. On a que ce qu'on a vu en termes de joueurs sur la première mi-temps. Bien sûr. C'est-à-dire qu'après, nous n'avons pas de banc. Je ne parle pas des jeunes à qui on a laissé la possibilité de s'exprimer aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas aptes pour jouer contre une deuxième, voire une troisième division. Donc, mais tu vois bien, ouais, voilà. Le chantier qui nous reste. C'est-à-dire qu'on a un bout d'équipe, on a 9, 10, avec 8, 9, 10 joueurs qui sont au niveau pour le championnat et pour la Ligue des champions. Mais le chantier est encore relativement bas d'ici le début du championnat, avec les de futurs arrivées. Je suis d'accord avec ce que tu dis en plus, Seb, mais pour moi aussi, tu perds un espèce de couteau suisse. Tu vois, tu perds Rongier que tu avais l'habitude de mettre quand il te manquait un latéral, etc. Déjà, ça peut faire un peu mal aussi, tu sais, parce que c'était le mec qui était pas là tout le temps dans tous les matchs, mais quand même, tu le foutais en un peu couteau suisse parce que c'était le fourre-tout, quoi. En fait, tu vois, le mec, c'était vraiment. Et petite rectification de ma part, il nous faudrait, s'il vous plaît, un latéral droit. Oui. Également. Alors moi, juste pour information, ça vient de tomber à l'instant. Rongier est bien rainé. Il vient de signer. Ouais, c'était sûr. On avait peur que justement les supporters le refusent, qu'au dernier moment il revient en arrière et puis qu'on se retrouve. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, Rongier justement, il a eu une vraie proposition de contrat de 2 ans là au mois de janvier, qu'il a refusé à 330 000 €. Et donc du coup, le club s'est résigné à le vendre à un an de la fin de son contrat, comme avait dit Longoria il y a déjà 1 an avec Mbemba. Donc du coup, le transfert a avoisiné entre 5,5 et 7 millions. Et là, tu as un club cohérent qui respecte ce qu'il dit. Voilà. Et pour moi, c'est cohérent. Hein. Voilà, et après, les mecs, ils ne pourront pas pleurer et dire « Ouais, on nous a foutu à l'appart. » Non, tu ne voulais pas re-signer. Non. Et en plus, à Rennes, il va pas toucher grand-chose de plus. Hein. Non, il va toucher vraiment parce qu'à Rennes, Seko Fofana touche près de 500 000 €. Hein. Rennes a beaucoup de moyens pour payer ses joueurs. Mais ça n'a pas d'importance, c'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est... Voilà, oui, tant mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a vu sur la première mi-temps, est-ce qu'on n'a pas vu hier sur la seconde mi-temps. Sur la seconde mi-temps, c'est triste ce que je vais dire, mais les jeunes ont montré beaucoup plus de qualité que les entre guillemets anciens titulaires de l'Olympique de Marseille. Ouais, moi, je suis désolé, mais
Kondogbia, c'est catastrophique. Le petit Abdallah, franchement, c'est très très limite. Ah, mais bien sûr, je sais. Parce que c'est le neveu de Maouida, quoi. Je te promets. C'est pas ça, c'est que si tu veux, c'est toujours pareil. Ces joueurs-là, en fait, c'est toujours la même histoire. L'OM, c'est un club, on n'a jamais su faire grandir des jeunes. Ça, je suis à part quelques-uns, parce que des jeunes, en fait, il faut accepter beaucoup d'erreurs, il faut accepter beaucoup de déchets. Et à l'OM, on supporte pas ça. Par exemple, si demain, tu mets un petit vase qui va te rater 5 occasions sur 10, et ben tout de suite il va être mis au pilori. Alors que pourtant c'est justement ces 5 occasions ratées qui vont peut-être le faire progresser, lui faire passer un palier. Mais à l'OM on peut pas se permettre ça. Donc ça c'est très compliqué. Alors peut-être on va trouver peut-être un ou deux joueurs qui vont arriver à s'intégrer, des jeunes joueurs. Il faut aussi saluer le fait qu'on maintenant parmi les recrues on récupère aussi des jeunes joueurs. Riley, c'est un jeune joueur. Gomez, c'est un jeune joueur. Tu vois, alors l'année dernière qui était un jeune joueur. Voilà, exactement. Donc pour moi, si tu veux, on essaye de compenser la faiblesse de certains jeunes chez nous par des jeunes un peu meilleurs ou bien meilleurs ailleurs. Donc voilà, donc on va piocher bien sûr chez des jeunes en Angleterre. Hein. C'est surtout en Angleterre, j'ai remarqué, on est très friand de l'Angleterre en ce moment. Je sais pas pourquoi. Après, tu vois qu'ils ont fait quand même Pourquoi ? Parce que justement, le championnat anglais, en termes d'impact physique, ressemble à des similitudes avec le championnat français. Et aussi, on se rend compte que les recrues post-formation, Soglo, Gebrelisuus, Mug, tu vois, et j'en passe, on voit qu'en fait, c'est pas bon à l'OM. C'est que ça arrive Soglo, pas c'est dommage. Soglo, c'est dommage. Tu lui as pas laissé sa chance ou tu dors. Parce qu'il a pas été dégueulasse, Soglo. Oui, mais on voit que l'impact n'est pas le même entre les titulaires, les titulaires, ceux de l'année dernière et les jeunes. On voit qu'il y a véritablement une différence. De toute façon, on l'a vu même par rapport au match d'entraînement d'aujourd'hui pour la deuxième mi-temps, où dès le moment où tu décides de jouer haut avec des joueurs qui se connaissent, qui ont une certaine connaissance du pressing. Ça va faire l'impression qu'il y a un monde entre l'équipe 1, les remplaçants et les jeunes. De toute manière, il ne fallait pas s'attendre aujourd'hui à autre chose que de l'expérimental, étant donné que tu peux pas faire jouer les titulaires 180 minutes du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment un monde. C'est le monde. Il y a un écart de technique, de tout, même de gestion de l'espace et tout. En fait, si tu veux, pour moi, on a assisté à Marseille qui avait zéro gestion de l'espace, qui tricote trop. Voilà, après, on va pas citer, hein, on sait très bien de qui on parle. Hein, le Harit, c'est quelqu'un qui prend tellement beaucoup de ballons. Et je sais pas si, voilà, on en parlait la fois en off, ceux qui ont vu le reportage sur YouTube, c'est le mec qui a le plus la bouche ouverte et qui ne fait rien, en fait. Ouais, mais t'as un problème quand même, Morgan, parce que, ok, on a 11. Ok, là maintenant on a 11. Disons on a 11 grosso modo. Mais on peut pas aujourd'hui aller chercher 11 autres joueurs pour faire des doublures. On est bien d'accord. Donc il va falloir parmi ces 11 doublures là qu'on a vu sur la seconde mi-temps d'hier et la première mi-temps d'aujourd'hui, il va falloir trouver au moins 6, 7, voire 8 joueurs que tu vas conserver. Et moi, ce que je vire, c'est Harit, Mopé, comment il s'appelle Harit, Mopé et Lirola. C'est les 3 que je vire en priorité. Et Unai. Voilà, Unai, ce qu'il y a, c'est que De Zerbi, il a toujours été avec un effectif de 22-23 joueurs, pas plus. Tu rajoutes 4-5 jeunes. Donc du coup, là, tu as un 11 type entre guillemets, tu as Aubameyang qui va arriver, tu as peut-être un ou deux mecs du loft qui va peut-être réintégrer si on n'arrive pas à trouver, et après tu vas avoir 2-3 recrues en plus, et voilà, basta. Pagna va réintégrer, je pense. Et je vous le dis à l'avance, on reparlera très bientôt dans les lives des boulets qu'on n'aura pas pu éliminer et qui nous feront défaut justement en championnat.
automatiquement, on peut pas garder. De toute manière, on est obligé de faire des rajouts, étant donné que ne serait-ce qu'avec cette équipe l'année dernière, on tirait la langue avec un match par semaine. Je vous laisse imaginer ce que ça va faire quand on va rajouter 2 de plus. Donc ça ne va pas être tenable sur la durée. Et moi, j'ai une question à vous poser. Avec les 2 matchs qu'on a vus, bon après attention, hein, faut relativiser bien sûr. On est en début de préparation, c'est 2 matchs en face avec très peu d'adversité. Avec les 2 matchs que vous avez vus, est-ce que vous pensez que Medina, il a pris le poste de défenseur central ou c'est toujours en interrogation? Moi, je pense que c'est toujours en interrogation. Je pense que c'est toujours en interrogation, dans le sens où on ne connaît pas trop la situation d'Ulysse Garcia. On ne sait pas s'il est sur le départ ou si c'est vraiment quelqu'un qui va être dans la rotation. Donc, on est dans l'expectative, mais aussi, faut pas se mentir, on attend aussi les opportunités de marché. Parce que là, on est en train de cibler, on était en train de cibler plutôt Aymeric Laporte en défense centrale. Là, on a pris Medina, mais apparemment, Medina en poste de défenseur central, il y a toujours un point d'interrogation derrière. Donc, à voir les opportunités de marché aussi, parce qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Hein. On sait très bien, ni financièrement, ni sportivement. Ouais, Marmoud, parce que je vais apporter un peu d'eau à ton moulin, parce qu'en plus, Medina, il l'avait pris, dans ce que j'ai regardé, hein, dans ce qu'a dit Mehdi Benassia quand il l'a pris, il a dit que c'était surtout pour son jeu vers l'avant, etc. Et c'est l'un des défenseurs qui fait le plus de passes vers l'avant en Ligue 1. Donc tu vois, c'est vraiment pour son jeu vers l'avant, et il le voulait vraiment en tant que latéral, parce que il voulait refaire un défenseur central. Il voulait pas faire que l'associé à Balerdi. Oh, mais Morgan, on a vu les tarifs qui s'envolent. On a bien vu cette année avec des sommes astronomiques. Moi, je suis effaré du montant des transferts cette saison. Je crois qu'on a battu des records sur des joueurs très moyens. Voilà. Des joueurs quasiment, mais très très moyens, on dépasse les 20 millions d'euros. Non mais Brian Mbeumo, 95 millions. Sachant que Brian Mbeumo, on l'avait pisté il y a un temps de ça, et c'était 15 millions d'euros. Ben oui, voilà. Non mais les prix ont pris une dimension incroyable. J'ai l'impression que Manchester est le pigeon de tout le monde. Mais il y a un fil conducteur quand même dans ce mercato, c'est que toutes les grandes équipes renouvellent leur effectif avec de très jeunes joueurs. Oui. Et je pense que c'est lié un peu au fait qu'ils ont vu qu'en Ligue des Champions, Paris a aligné une très jeune équipe, très dynamique, et que physiquement ça tenait très bien la route, et qu'ils se sont alignés sur ça. Bah, c'est sûr que City, avec leur équipe de papy, les De Bruyne et tout, qui au bout de 20 minutes sont tout rouges, bah ouais, forcément, les mecs, ils ont tiré la langue toute la saison. Bah, après, en plus, il y a de plus en plus de matchs. Forcément, si t'es pas jeune et vigoureux, plein de vitalité et un bon cheval fougueux pour Omar Sharif. Mais non, si t'as pas des bons petits poulains fougueux, tu vas galérer, quoi. Et nous, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce genre de profil-là. On a des mecs, c'est des piles alcalines, quoi, et ils sont pas rechargeables, donc attention. Moi, les amis, j'ai une interrogation sur le jeu proposé par De Zerbi. Il demande beaucoup d'efforts sur le plan physique, mais j'ai l'impression, à contrario, que dans les entraînements, on ne travaille pas assez le physique. L'intensité, ouais. Mais tu peux pas le savoir tout de suite là maintenant pour l'instant. Tu peux pas le savoir. Tu le sauras à la fin à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire vers novembre. Tu vas savoir si on a travaillé suffisamment le foncier. Mais après, parce que pour l'instant, je les trouve fit quand même. Tu vois, il n'y a pas un joueur qui est revenu à la Dimitri Payet. Après, attention. Hein, après le groupe, il faut pas se mentir. Le groupe est monté d'un cran sur le plan du professionnalisme. Voilà. On n'a plus de mecs qui tirent un peu la langue. On n'a plus de mecs de tir au flanc. Tu vois, c'est quand même, on est monté d'un cran sur le plan du professionnalisme. Donc maintenant, les mecs, ils assurent.
Tu vois la différence déjà entre Merlin et Garcia, même si Garcia est censé être le remplaçant. Tu vois, même si c'était une des deux Belges aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette deuxième mi-temps, parce que la première, on s'en fout, c'est ceux qui vont partir et qui joueront pas. Mais la deuxième, en fait, ils se sont déjà habitués dès le deuxième match à jouer un bloc bas, comme la plupart des blocs bas de Ligue 1. Ouais. Donc, ce qui est bien avec ce genre de confrontation, c'est que c'est là que tu travailles les automatismes en une touche de balle, en triangle, comme on aime bien voir. Et même si on peut s'énerver, comme plusieurs fois je me suis énervé en voyant Guiri qui a qu'un seul pied, ou en voyant Rowe qui veut absolument aller sur son pied droit au lieu de jouer en première intention, et ben vu que le foot moderne aujourd'hui, c'est beaucoup de vidéos derrière, est-ce que justement on se sert pas de ces matchs pour après faire de la vidéo et pour montrer que il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes? Ouais, je suis d'accord. Ça grésille. Après, moi, il y a quand même, ça grésille, mais je pense que c'est le micro de Morgan. Moi, il y a quand même une interrogation. Il y a un joueur qui me pose question. C'est Neil Maupay. Neil Maupay, entre guillemets, on a préféré envoyer dans le loft un Faris Moumbagna, qui, le pauvre, n'a pas pu prouver quoi que ce soit l'année dernière avec sa blessure. Entièrement d'accord. Et finalement, on a gardé Neil Maupay. Et Neil Maupay, sur les deux confrontations, sur celle d'hier, c'est 0 frappe, Neil Maupay, en 45 minutes. Donc moi, j'ai vraiment des gros points d'interrogation sur ce joueur. Le problème, c'est qu'il fait 1m20. Donc déjà, au niveau physique, c'est pas lui qui va te récupérer les ballons devant. J'ai l'impression qu'il joue la carotte et qu'il vient pas chercher les ballons comme Guiri doit les chercher, parce que souvent tu vois Guiri qui est dans les 30 mètres et pas dans les 20, sauf que Maupay est dans les 20. Il sent pas, j'ai l'impression, le ballon dans le sens où il fait pas d'appel contre appel. Et c'est assez difficile. Et à mon avis, pourquoi on a laissé Moumbagna, ça grésille chez moi, mais vous avez vu pourquoi on a laissé Moumbagna? On a laissé Moumbagna parce que est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on prenne Aubameyang qui risque d'aller à la CAN, et Moumbagna pareil, et Guiri pareil, est-ce qu'on ne l'a pas mis pour garder justement Maupay et se dire tiens, Moumbagna part, quoi, parce qu'il nous faut un autre mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire au niveau de la nationalité, malheureusement? Dans ce cas-là, John, tu prends un profil similaire à Moumbagna. Tu prends pas un profil à la Maupay. Or, Maupay, c'est entre guillemets le plus facile à sortir puisqu'il est, il a une belle cote entre guillemets en Angleterre. Donc le souci est là, sachant que aussi la transaction, en fait, le montage financier de Maupay, pour moi, est aberrant. Vous vous rappelez du montant du transfert de Neil Maupay? En tout, en packaging. Une option d'achat obligatoire de 10 millions total. Donc, Exactement. Donc c'est très, très, très... pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à comprendre à l'heure actuelle. Et il y a des profils, selon moi, qui correspondraient mieux au jeu de l'OM. Et ces profils-là sont similaires à ceux d'un Faris Moumbagna. Donc la question est là, entre Faris Moumbagna et Neil Maupay, qui on va conserver? Sachant que Moumbagna n'a pas une grande cote, puisqu'il n'a pas joué de toute la saison. Ça, c'est un autre problème aussi. Et que Maupay, il fait 1m20 avec les talonnettes, et que, voilà, il n'est pas très décisif, sachant qu'on a déjà un profil comme Guiri. Et puis Maupay, ouais, c'est un peu le Sarkozy du foot, quoi. Il est trop petit, le gars. Donc voilà, mais après, moi, pour moi, les gars, je vous dis honnêtement, Maupay et Moumbagna, je prends Moumbagna 100 fois, parce que même dans le gabarit, le physique, même son toucher de balle, franchement, il n'est pas dégueu non plus, hein, parce que Maupay, on l'a vu rater des trucs un peu plus graves. Après, Maupay, il a sa grinta pour lui, tu vois. Il a fait des trucs au début de saison où il l'a ramené un peu, mais il était quand même là, moi, je trouvais, tu vois. Mais là, non, mais il a dit quelque chose. John, il a soulevé un point qui est très important, c'est la CAN. Aubameyang va partir, Guiri va partir, et Moumbagna va partir. Ouais, voilà. C'est ça le problème de la CAN. Parce que Moumbagna, il est avec le Cameroun, hein. Donc, à moins que le Cameroun ne le sélectionne pas. Mais ça veut dire que
tu as potentiellement 0 attaquant. Donc moi, la question déjà, premièrement, bon, Aubameyang, on va en discuter un jour, on fera un live par rapport à ça, mais Oui. la question, c'est que déjà, tu as Gouiri, ton avançant titulaire qui va partir. Il faut au moins aller chercher soit un Argentin, soit un Brésilien, soit un Européen, mais quelqu'un qui ne fait pas la CAN et qui est plutôt un 9 bis, c'est-à-dire un vrai concurrent à Gouiri. Ouais, parce que là, le problème, moi, c'est que... Je pense qu'ils veulent mettre Raw devant, tu vois. Ah ouais, mais Raw devant, on l'a vu avec l'Angleterre, sincèrement, les espoirs, parce qu'ils ont Hutchinson sur le côté gauche qui est indétrônable, mais Raw devant, c'est pas vraiment un vrai avant-centre. C'est trop poussif, non, c'est trop poussif. Ouais. C'est trop poussif, franchement, honnêtement, c'est trop poussif. Après, ouais, il faudrait un profil un peu sud-américain ou peut-être, ou peut-être même dans les Français. Hein. Tu sais, tu peux aller trouver un Français un peu costaud, machin, ou un Norvégien. De toute façon, nous, à Kingdom, on avait proposé un joueur, on avait proposé Romulo, tu vois, il joue en Turquie. Qui était parfait justement dans le système de 2 Zerbi. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller le voir. Ouais. C'est un Brandao bis. Oui, alors même Kevin qui est au Shakhtar Donetsk, tu vois, ce sont 2 profils qui colleraient parfaitement à l'OM et qui sont donc malheureusement pas africains, on va dire. Donc du coup qu'on n'est pas gêné par rapport à cette belle compétition. Et voilà, est-ce que Marseille, au final, en prenant Aubameyang, est-ce que finalement Aubameyang surtout va faire la CAN parce qu'il est revenu dernièrement, mais est-ce que du haut de son âge, même s'il va se dire que c'est sa dernière compétition internationale, est-ce qu'il va y aller? On n'en sait rien en fait. On le verra justement au mois de décembre. Après, bon voilà, on va rater Romulo. Donc Gatier Sport, je sais plus comment Agostépé, ouais voilà. Agostépé. Et donc voilà, on va voir, mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est pour l'amour du maillot, ça. Encore. Après, comme dit David dans le chat, là, au final, il n'y a que 3 matchs. Donc, au final, tu pars sur une attaque Raw dans l'axe avec Greenwood. Et derrière, on peut mettre un autre gars, si jamais Pessao il vient. Oui. On verra bien, mais tu mets ces 3-là, tu peux battre Monaco avec ces 3. Bien sûr, mais après, le problème, c'est que tu vas toujours avoir un problème de densité physique, tu vois, devant, où on va toujours... Là, pour moi, on n'a pas résolu ce problème-là. Même en prenant Aubameyang. Parce qu'Aubameyang, il a souvent joué avec une pointe, dans tous les clubs où il est passé, il a toujours joué avec une pointe en appui, etc. Et il a toujours été meilleur comme ça, de toute façon. C'est pour ça que Seb nous a souvent parlé de Pio Esposito qui est à l'Inter et qui a justement le gabarit devant. 1m80 à 11,93, c'est une hérésie. C'est une hérésie de ne pas prendre un mec comme cela, ne serait-ce que par rapport à son prix d'achat qui est relativement faible quand je vois les montagnes qu'on a mis sur certains attaquants. Bien sûr. Et surtout, ne pas oublier que la CAN risque de nous priver de joueurs pour les 2 derniers matchs de la Ligue des Champions, c'est-à-dire les matchs satellites qui pourraient être entre guillemets décisifs pour les dernières places pour les 16e de finale. Donc en fait, on est, même si c'est le premier live, on est obligé d'anticiper un peu ce qui pourrait arriver. Mais je ne pense pas qu'en termes au niveau des arrivées, non, mais on ait fait 90% de ce qu'il nous reste. Moi, j'attends encore des surprises parce qu'à leur âge, par rapport à ce que l'on a vu, par rapport à ce que l'on connaît de nos joueurs, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a certains, on a l'impression qu'on vit avec depuis 2 ans maintenant. C'est pas possible de continuer avec eux. Je m'excuserai pour le moment. Moi, je pars du principe que Medina, lorsqu'on en aura besoin, il sera dans l'axe. Nos ailes sont fragilisées. Que ça soit à droite et que ça soit à gauche, nous n'avons pas le niveau pour exister en Ligue des Champions. Tu parles des latéraux, là? Tu parles des 2 latéraux? Oui, des latéraux. Oui, je parle des latéraux. Quand je dis nos ailes, c'est-à-dire nos latéraux. Nous n'avons pas la possibilité d'exister en Ligue des Champions avec ces joueurs-là. Je m'excuse. Quand on voit la manière dont Murillo s'est fait expulser aujourd'hui face
Cissé de Charleroi qui a causé beaucoup de problèmes de par sa vivacité. Oui, mais bon, ce que je veux te dire, au bout de 5 minutes, il se fait expulser. Moi, je veux bien qu'on en soit au niveau de la reprise. On parle quand même à quelqu'un qui est international, qui a l'habitude, qui a l'expérience. On se retrouve quand même en porte-à-faux sur des. Ça m'a rappelé les deux cartons de Mopé. Ça m'a rappelé les 2 cartons de Mopé, tu vois un peu. Voilà, non, mais c'est sur des sujets qui sont. Manque de métier. Qu'on risque de retrouver tout au long de la saison, alors qu'on a la possibilité de les anticiper. Donc. Mais je suis d'accord avec toi. Des fois, j'ai l'impression qu'on voit pas les mêmes matchs, tu vois, avec certaines instances du foot ou même de chez nous, tu vois, des instances dirigeantes, parce que tu vois, eux, ils vont pas te dire qu'ils ont un problème au niveau de l'attaque offensif. Pour eux, ils ont pas de problème, tu vois. Et moi, je comprends pas que tu puisses pas te pencher sur des profils comme on l'a dit. Avec ton attaquant, ou même Dalinga, tu vois, qui maintenant fait banquette à Bologne. Pourquoi on n'y va pas, quoi? Mais si tu te rends à bien imaginer, quand on prend nos milieux offensifs, si tu prends des piles électriques sur les ailes, il passe quoi exactement? Des centres. Ils vont prendre le ballon, ils vont rentrer dans les cages avec. Non, mais à un moment donné, les mecs, ils sont bien obligés de centrer. Pour qui? À ras de terre, hein, pour monter? Non, c'est pas possible. Donc, si tu veux exister face à 200 trop, tu es obligé de mettre le ballon dans la boîte. Et qui est là pour, normalement, récupérer le ballon dans la boîte? Top, numéro 9. Après, par rapport à Montbagna, je pense qu'il a une historique qui plaide pour lui, c'est qu'il a déjà joué avec Aubameyang. Et je me demanderais même s'il ne pourrait pas exprès de ne pas le faire jouer pour pas qu'il aille à la CAN et qu'on puisse s'en servir ensuite cet intervalle. Après, il ne faut pas se leurrer quand je vois sur Twitter notamment où il disait l'arbitre, il n'a pas vraiment de psychologie sur le match. Mais à un moment donné, quand tu as 29 ans, que tu sors en plus d'une Gold Cup dernièrement, donc il n'a pas coûté énormément. Les 2 fautes qu'il fait, je suis désolé. La première, il ceinture le joueur, même si il exagère comme le football d'aujourd'hui le veut. La faute, ça mérite jaune. Et la deuxième, il fait du catch avec le joueur. Je suis désolé, mais Turpin ou n'importe qui va se régaler. Oui, et puis là, tu as de la chance. Il a 29 ans. En plus, on va avoir d'autres arbitrages à l'européenne. Alors, si en plus on se tape un anglais, je te raconte pas. Mais derrière, il doit maîtriser ses nerfs, même si c'est un match amical. Alors, je remercie l'arbitre qui a autorisé à ce qu'on soit 11 contre 11. Ouais, c'est ça, il a de la chance. Les mecs en face auraient pu se dire, attends, c'est quand même l'OM, nous on est 2e division, pas fair play, ils l'ont fait. Ça m'énerve en fait. Ce serait un gamin, Murillo, il aurait 21 ans, ouais, bon, on va te dire faute de jeunesse, mais là, t'as pas à faire ça. Donc, si encore aujourd'hui, on va dire que c'est de la prépa, on va dire qu'il n'est pas assez bon physiquement, même si c'est quand même des athlètes de haut niveau, c'est pas nous qui jouons le dimanche. Le mec, il se fait déborder par un gamin de 24 ans qui m'a beaucoup impressionné, Mohamed Cissé. Donc, j'ai regardé son pédigré. Il a joué pas mal de clubs en France avant d'arriver dans ce club. Mais ça fait peur. Donc, comme tu dis, Seb, s'il nous faut un latéral gauche, un latéral droit et 2 doublures sur les côtés, c'est pas 3 joueurs qu'il nous faut, c'est 6 joueurs. Mais parce que parfait, à ce moment-là, on verra encore une fois. J'ai rien contre eux, hein. Comme on dit chez nous, ils sont braves. Pas méchants à Marseille. Garcia à gauche et Murillo à droite. À mon avis, le Morgan, quand il va aller au Vélodrome, on risque de l'entendre parce qu'il va aller voir, puis il sera à place au bout de 5 minutes. Non, voilà. En plus, Garcia, il est en mousse quand même, il se blesse souvent. C'est pas pour ça. À ce moment-là, pourquoi on n'a pas gardé des ditches par rapport à son option d'achat, si c'est pour garder Lirola à Murillo parce que Garcia. En plus, Dedic n'a jamais joué à son poste. Exactement. Mais le problème, les gars, de Dedic, c'est que le mec signe à Benfica. Donc voilà, dites-vous ça. Le problème de Dedic, les gars, c'est que c'est un latéral de tout ce qu'on fait moderne. C'est-à-dire que c'est un gars qui va manger la ligne et donc du coup qui va laisser un trou derrière. C'est ça. Comment tu veux le mettre lui avec Greenwood qui défend pas? Voilà. Tu vas te retrouver avec 2 joueurs tout en haut. Qui va redescendre? Heubière pour essayer de combler le trou.
Et donc, du coup, tu perds un trou au milieu et tu te fais fitoxer par le milieu. John, tu te souviens de Dembélé qui défendait pas? Oui. Mais t'as qui? Maintenant, il fait quoi, Dembélé? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Dembélé? Parce qu'il a compris le jeu d'équipe. Regarde Greenwood encore aujourd'hui, il te met un beau but, mais c'est un joueur qui ne participe pas du tout au jeu possible. Excusez-moi, je risque de me faire insulter par la majorité des supporters de l'OM. À part les buts qu'il a marqués, Greenwood, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, rien. Non, mais je suis d'accord avec toi. On enlève les matchs de Brest, on enlève les matchs de Toulouse. Citez-moi un match où Greenwood il a été omniprésent pendant 90 minutes. Non, pour moi, c'est un intermittent du spectacle. Tu vois, voilà. Greenwood, c'est quand même lui qui te permet d'aller en Ligue des Champions. Ah, mais c'est bien pour ça que tu regardes le match contre Nantes, c'est lui qui te, on perdait 1-0, c'est lui qui va égaliser pour après permettre justement, avec Gouiri, tout ça, de mettre le 2-1. À un moment donné, ouais, Seb, mais regarde Dembélé, il a pas eu d'hygiène de vie, il a fallu qu'il se réveille à 27 ans, le mec. Voilà. Greenwood en a que 22. Mais juste pour un petit rappel, qui envoie chier le monde entier dans les vestiaires? Ouais. Dans le documentaire. Ah ben c'est qui prend la parole? Ouais, c'est Rochebert qui prend la parole. Parce que justement, lui, il est au milieu du terrain et qui voit que les mecs sur les ailes, ils redescendent pas, qui se sont pris la marée. On avait fait un débrief justement sur le match de Paris Saint-Germain, en montrant que les latéraux, les pauvres, ils s'étaient fait exploser parce qu'ils s'étaient pris Dembélé et Hakimi sans arrêt à droite et après aussi à gauche. Donc si on part sur Greenwood à droite et Paxao à gauche, donc on a des latéraux qui ne monteront jamais. Et on va avoir les mêmes problèmes que le PSG qui jouait à 8 avec les 3 stars. C'est que tu vas te retrouver à jouer à 8 parce que c'est pas Gouiri qui va redescendre chercher les ballons. Donc tu vas te retrouver à les 3 devant, les mecs derrière et au milieu, tu te fais donc tu joues à 6. Éventuellement, c'est le football de Zerbi total qui me fait peur parce qu'il faut un mec. Il est gentil, Gomez. Hein. Moi, franchement, il m'impressionne. Mais après, c'est des Détroits qu'on est en train de jouer. Mais il faut un mec qui mette le pied sur le ballon comme Højbjerg, qui soit costaud, un box-to-box. Donc, il y avait Mandela Keita qui avait été proposé par Jam, que j'ai pu regarder. Et c'est vrai que ce gars-là, il te met l'impact. On a raté Zakaria par rapport à Kondogbia. On mange les doigts aujourd'hui. Et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça que, au final, moi, je vous pose une question, les copains. Est-ce que vous êtes finalement pour, parce que bon, c'est pas un problème de riche, ce que je vais dire, mais est-ce que vous êtes pour finalement vraiment que Paxao vienne, alors que là, t'as Sunderland, machin, on n'en sait rien, ou un autre profil comme Zolis qui participe au jeu, chose que ne fait pas forcément Paxao. C'est ça le problème. Ou alors, est-ce que pour vous, il faudrait qu'on prenne un ailier à gauche qui soit plus défensif pour équilibrer par rapport à l'ailier à droite? Ouais, là, tu poses un problème, tu poses un gros dilemme parce que, en fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un gros déséquilibre dans l'équipe, tu vois. Tu vas le voir sur des équipes où tu seras un peu plus pressé, où les mecs vont aller te chercher, où ils vont t'attendre pour la contre-attaque, où ça va à 2000, comme Strasbourg qui nous avait posé énormément de problèmes avec un méga qui fixait la moitié de la défense déjà, tu vois. Et je trouve que pour moi, en fait, tu as un manque d'application défensive de certains joueurs. Et tu as même Rabiot qui en a fait partie aussi. Hein. Parce que Rabiot, il n'a pas défendu sur tous les matchs comme ça. Hein. Il n'a pas eu tout le temps la même implication. Et après, pour revenir sur Greenwood, pour moi, Greenwood, c'est un mec qui est sur courant alternatif. Quand ça va bien, il est là. Et quand ça va pas, tu le vois plus. Parce que le mec, c'est un dépressif. Quand le ballon n'arrive pas comme il faut, machin et tout, c'est un gars qui a été habitué à jouer avec des joueurs de qualité. Là, maintenant, il se retrouve avec des mecs comme Cornelius. C'est compliqué pour lui aussi, hein, faut te dire ça, hein, parce que c'est un gars qui a joué avec des très très bons joueurs quand même, tu vois, voilà, il sort de Manchester, il a quand même eu de la qualité avec lui, donc voilà, maintenant tu lui as mis des joueurs de qualité un peu comme Rabiot, etc., mais il va falloir, pour moi, étoffer un peu. Pour moi, en Ligue des Champions, on va se faire tordre. Honnêtement, on va se faire tordre. Si on tombe contre des équipes un peu défensives et tout, on n'a jamais su faire. On va tomber sur un bloc bas, mais t'es foutu. Je te le dis, honnêtement, t'es foutu. Il n'y a pas tant que ça de bloc bas en Ligue des Champions. Chaque équipe veut gagner. En plus, on a de la chance aujourd'hui. Seb, il ne dira pas le contraire. C'est que, vu que c'est une poule unique, tout le monde veut battre tout le monde. C'est plus une histoire de calcul entre 3 clubs.
Là, c'est un calcul. Regarde, le PSG était au bord de l'élimination. Ouais, Il gagne in extremis contre City et puis il gagne avec des champions derrière. Je dis pas qu'on va la gagner, loin de là. On n'a pas d'équipe pour. On peut même se faire éclater pendant 8 matchs. Mais il reste un mois et demi de mercato, donc il reste 40 jours. On commence enfin à dégraisser. Je pense qu'on va encore en virer 2-3 d'ici 15 jours avant le match contre Séville. Et je pense que déjà d'ici le 2, donc à 10 jours de la première journée, on y verra plus clair. Et toi, John, t'as 2 matchs contre deux belles équipes espagnoles. Les amis, breaking news qui vient de tomber. Grosse réunion au sommet entre les dirigeants de l'OM et ceux de Feyenoord pour boucler l'arrivée d'Igor Paixão. Sunderland a encore surenchéri. Et les dernières heures vont être décisives pour l'arrivée ou pas il nous en veut, le fils de Dreyfus. Hein. Ouais. Après, c'est ce que j'ai toujours expliqué sur les pages avec qui je discute, c'est que quand tu regardes tous les ailiers aujourd'hui, parce que c'est le football moderne qui fait que les ailiers coûtent le plus cher, parce que c'est eux qui permettent de faire des passes décisives, des buts et gagner des matchs. Paixão, c'est encore, même à 35 millions, je suis désolé, c'est pas assez cher pour moi. Dans le sens où, tu vois, ne serait-ce Lookman, même si c'est pas le même championnat, c'est à peu près le même âge, c'est à peu près le même explosivité, c'est 50 millions minimum. Tu vois ce que je veux dire? Doué, c'est 90, Kvaratskhelia, c'est 75. Tu vois, on est à des prix où même nous, 35 millions, c'est beaucoup, ok pour nous. Mais si tu veux vraiment, step by step, passer un palier, c'est pas avec des Ahmed Traoré d'Auxerre que tu vas aller loin. Donc, Paixão, c'est un très bon joueur qui, en plus, qui plus est, n'est pas encore international. Donc, il suffit qu'Ancelotti, parce qu'il est dans la pré-liste, l'appelle. Et là, ton joueur, il fera 55-60 millions. Ouais, ça va vite. Je pense pas de toute manière qu'il faille raisonner avec en dehors de l'équipe type comme on a vu. Dans le sens où on sait très bien que les joueurs de la deuxième mi-temps d'hier et de la première mi-temps d'aujourd'hui n'existeront pas, ou alors feront le nombre pour la liste pour la Ligue des Champions. On connaît les problèmes de l'année dernière qui vont ressurgir cette année si on repart avec les boulets qu'on traîne depuis 2 ans, parce que par définition, un boulet, ça reste un boulet. J'ai jamais vu quelque chose qui nous tirait par le fond et qui d'un coup nous fasse remonter. On est obligé de renouveler avec des joueurs en plus, donc là, parce que par rapport au match d'hier, il nous manque 2 joueurs, il nous manque Aubameyang et Paixão si jamais il arrive, plus ceux que l'on ferait venir, vous m'excuserez, Lirola, Kondogbia, Mopé, Blanco, Unai, Harit. Ne serait-ce que Seb, le niveau de Nadir contre des petites équipes là qu'on est en train de jouer. Moi, je suis désolé, je le trouve pas bon ce jeune. Non, mais puis même il devrait surjouer. Même Bakola, pour moi, il apporte plus que apporte Nadir. C'est pour te dire. Tout à fait. Donc Nadir a pas mal de minutes de jeu en Ligue 1 maintenant. Il a quand même pas mal. Il a eu 4 titularisations, je crois, cette année. Dans le football moderne, il te faut de la vivacité. Oui. Il te faut de la vivacité. Si les mecs que tu as, c'est pour ça que justement on a investi sur des profils qui collent davantage à l'étage numéro 2 de la fusée. Donc on ne connaît pas pour le moment les joueurs qui vont arriver dans les semaines à venir, puisque on l'a vu de toute manière, dès le moment où tu peux sortir une piste, on n'a qu'à voir Sunderland qui se greffer sur Paixão. Mais après, par contre, tout ce qu'ils ont dit, Marseille, tout ce qu'a dit Marseille sur qui ils s'étaient positionnés, ils les ont tous pris. Tu vois, Angel Gomez, ils ont dit direct, on le veut, paf, c'est pris. Medina, ça a traîné un peu, mais paf, c'est pris. Aubameyang, ils ont dit, on va l'avoir. Il y a eu 2-3 trucs comme quoi il se barrait ailleurs et tout. Paf, c'est pris. Tu vois, il y a des mecs. Tu vois, voilà. Eric Mitchell, ils l'ont pas encore pris.
Ouais, oui. Mais l'histoire de Paxao avec Sunderland, c'est simplement une question de pognon. Je pense. Pourquoi? Parce que tous les mecs qu'on a réussi à faire venir, dans la totalité, hein, la totalité, ils viennent parce que tu joues avec des champions. Il faut pas se leurrer. Ils viennent pas pour le maillot. Non, il vient pas pour ça. Voilà. Donc normalement. Vas-y, Seb, continue. Ouais, donc normalement, Paxao, s'il a envie de jouer la Ligue des Champions, je vais te dire, pour lui, c'est plus intéressant de venir jouer la Ligue des Champions plutôt que de jouer le maintien avec Sunderland. Oui, bien sûr. Juste pour rappeler la genèse, pourquoi Sunderland s'est positionné sur Paixão. Sunderland de base a bouclé normalement l'arrivée de Armand Lorienté pour 20 millions d'euros, sauf qu'il y a eu un souci. On ne sait pas trop si c'est pour un souci d'ordre médical ou un souci de dernière minute d'ordre financier. Donc Sunderland s'est retrouvé sans recrue au poste d'ailier et la piste entre guillemets facile, c'était Paixão. Et du coup, ils ont comparé, ils ont vu l'offre de l'OM qui était approximativement 35 millions d'euros plus 30% à la revente. Donc eux, ils ont fait quoi? Ils ont surenchéri. Ils ont fait un packaging qui va jusqu'à 42 millions d'euros à peu près pour Paixão, et c'est pour ça que Feyenoord, de base Feyenoord a accepté l'offre de l'OM, mais là ils se sont un peu rétractés, ils patientent pour voir si s'il n'y a pas d'autres clubs qui vont encore surenchérir pour Paixão. C'est justement à ça que je pense, parce que Lorienté était dans l'avion samedi. Samedi soir, il y a Romano qui met son Here We Go. Normalement, dès qu'il met ça à 100%, c'est bon. Sauf que derrière, c'est justement là que ce soit Leeds ou Sunderland, mais là on parle de Sunderland, qui a de se dire, attends, pour 20 millions, j'ai l'orienté à 26 ans, mais pour 10 millions de plus, alors que j'en ai 260 avec la première ligue, je peux avoir un joueur comme ça. Et donc du coup, ils se sont dit, vu que ça va se jouer dans ces prix-là et qu'il y a que, parce qu'on le sait, hein, ils appellent les agents, t'as combien de clubs qui est sur le joueur, il va te dire, j'ai que Marseille, ça va se faire, dépêche-toi, 30 plus 5, et donc on met 40. Donc il est là le souci. Et après, donc du coup, c'est pour ça que là, demain on est mardi, il y a la réunion qui s'est fait aujourd'hui d'après Fabrice Hawkins à RMC. Maintenant, on va voir si ça se fait, mais ça me manque les transferts à la Gustavo, les transferts à la Eubir l'année dernière, tu vois, mais c'est le jeu des agents, c'est dommage. Donc, on part du principe que Paixão, ça ne se fait pas. Vous prenez qui à la place? Toi, Seb, tu as une idée d'un remplaçant de Paixão au poste d'ailier? Moi, je t'ai déjà donné, c'était Zolis. Hein. Oui, je crois qu'il y avait Zolis aux alentours de 15-20 millions. Non, c'est dans les 30-35. Ouais, c'est dans les 30-35. Donc, il a augmenté depuis. Oui. T'es rapide, hein, tu me l'as sorti. J'ai préparé. Voilà. Donc non, la question est de savoir justement si Zolis il a le mental pour venir jouer l'autre. Ça, je peux te confirmer que oui. Je peux te confirmer que oui. Parce que peut-être certains négligent Club Bruges, mais c'est une ambiance quand même. Voilà. C'est pas non plus les clubs turcs, mais il y a une certaine pression. Après, le problème qu'il y a, c'est que combien de joueurs Bruges va laisser partir pour pouvoir exister l'année prochaine. Sachant qu'ils sont en train de négocier serré avec Milan pour Ardon Yachari. Ils veulent 40 millions, c'est 40 millions, rien du tout. Ils ont vendu Maxime de Kuiper à Brighton contre 20 millions d'euros à peu près. Tu confirmes, John, c'est 20 millions? Ils ont vendu Kuiper, ils ont vendu Jugla à Vigo pour 6 millions. Voilà, Ferran Jugla. Donc ils ont vendu des joueurs déjà. Sachant qu'aussi... et ils récupèrent Stankovic. Ouais. Sachant que le PSG est en train de pister Ordonez au cas où la piste Zabarni tombe à l'eau.
Donc voilà, ils sont courtisés de tous les côtés. Donc est-ce qu'ils sont prêts à lâcher leur meilleur joueur de la saison dernière quand même? Solis, il est à, je crois, à 19 buts l'année dernière. 18 ou 19 buts. Donc à voir. La question est de savoir si on ne prend pas Paxao. Donc ça signifie que on a 35 millions en réserve. Après, une fois qu'on aura notre ailier, combien nous restera-t-il? Ça, on ne sait pas, mais regarde, Seb. Un trésor de guerre pour les prochains joueurs. Parce que ça va aussi. Seb. Oui, mais ça je sais. Mais quand on a fait le compte sur les ventes qui nous restaient, pour 8 joueurs, on est arrivé presque à 30-35 millions, parce que ça ne vaut plus rien. Oui, mais Seb, tu récupères en masse salariale aussi. Oui, mais tu vas le perdre automatiquement avec les joueurs que tu vas faire venir. Hein, parce que sauf si tu restes, comme il avait expliqué, sur sa ligne directrice de salaire qu'on veut changer, quoi. Regarde, tu vois Mbemba, par exemple, on disait dès le premier jour, il allait trouver un club. Il galère toujours parce qu'il demande la même somme qu'il gagnait à Marseille. Je pense pas que Paxao vienne pour moins de 300 000. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Ah oui. Voilà. Et, moi, je vous pose une autre question. Si c'est parce que Zolis, voilà, parce que j'avais cette liste de 3 avec le Noah Lang, est-ce que ça ferait pas justement un ricochet sur l'orienté? Oui. Ce que je pensais aussi. Il connaît c'est pas le même. Mais bon, pas le même. De l'autre côté, je dis le 21 juillet, si c'était vraiment l'orienté, on l'aurait eu d'entrée. Ouais, mais ils vont me dire qu'avec les aléas du truc, tu vois. Les aléas du transfert, voilà. Paxao, il a pas montré de motivation. Moi, j'ai une seule question. Pourquoi le deal entre Sunderland et l'Orienté a capoté? Est-ce que c'est une question médicale? Est-ce que le joueur est blessé? Non. De Donc, ce que j'ai vu et lu, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le salaire. Ouais, voilà, apparemment, les agents, ils ont modifié 2 clauses. Voilà, c'est les agents qui ont fait. En fait, ils ont modifié 2 clauses et juste avant de l'orienter. Voilà. Et du coup, il était dans l'avion et ils lui ont dit non, mais c'est bon, laisse tomber. Vous avez une idée à peu près, si vous avez cette information, de ce que demande Armand l'orienté en termes de salaire? Mais en fait, c'est pas sur ça. En fait, c'était des clauses au niveau du maintien de Sunderland, je crois, en première ligue. Donc, tu sais, genre, il allait prendre 1 million, un truc comme ça, tu vois, c'était des trucs comme ça, en fait, tu vois. Et apparemment, de ce que j'ai lu, apparemment, il y aurait aussi une histoire de déménagement, en fait, ils voulaient faire défrayer le déménagement et tout, et ils n'ont pas voulu, en fait. Parce qu'il voulait déménager avec toute sa famille, mais genre, il y avait pas mal de monde, quoi. Alors, si la piste Paixão tombe à l'eau, on pourrait s'orienter vers l'orienté. Voilà, un petit jeu de mots. Est-ce que c'est un joueur, selon vous, qui est capable de progresser? Parce qu'il vient quand même d'une équipe qui était en 2e division en Italie. Vous connaissez un peu le rythme des matchs. Non, il a joué en Serie A. Ouais, vous connaissez un peu le rythme des matchs en Serie A. C'est pas un rythme assez élevé en termes d'intensité. Moi, je me pose la question, est-ce que l'orienté est véritablement le profil qu'on cherche? Après Marmoud, je vais te dire un truc quand même. Souviens-toi de Verratti. Verratti, il venait de 2e division, de Pescara, et franchement, tout le monde se disait, mec, attends, ça va être une pipe et tout. Le premier match qu'il fait, le gars met trop d'hommes, quoi. Mais parce que en fait, dans ces championnats-là, il y a une certaine façon de jouer où, si tu veux, tu joues vraiment placé, et déjà, quand tu commences à jouer placé dans une équipe, tu sais te déplacer, on va dire. Et l'orienté, il a eu ce rôle, en fait, où il a été forcé de rester. En fait, j'ai lu un truc, en fait, en gros, il a été forcé de rester sur la première saison qu'il fait. Il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Et sur la 2e saison, en fait, le coach lui a dit, je vais faire refuser toutes les offres sur ton cas. Tu nous fais remonter et j'accepte l'offre que tu voudras. J'accepte l'offre que tu voudras pour partir. Il a dit ok, je relève le défi. Et par contre, bah voilà, le mec, il a fait un sacré truc, quoi. L'orienté, c'est un mec qui sait tirer les coups francs. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Il a un très bon pied. On l'a encore vu aujourd'hui. Højbjerg, c'était de la chance contre Lens.
Je pense pas que c'était de la chance, mais je pense que là, il est carbo dans ce qu'il fait, tu sais, dans les gestes déjà, et on lui en demande trop. Et pourquoi pas? Moi, je comprends pas pourquoi Gouiri il les tire pas. Hein. Il tire super bien les coups francs. Gouiri. Non, il y a un autre joueur à qui je pense, c'est Greenwood. Mais Greenwood, pareil, pourquoi il ne tire pas? Tu te rappelles l'année dernière, en début de saison, on se disait, mais parce qu'on voyait des images où il tirait les coups francs justement à Manchester, pourquoi il ne tire pas? Est-ce que c'est pour rester en deuxième attaquant au cas où le ballon il arrive à droite? Je sais pas. Après, intrinsèquement, avec les joueurs qui commencent à arriver au milieu du terrain et en attaque, je considère que l'orienté, c'est un cran en dessous par rapport à ce que l'on. Ah ben, par rapport à tous les joueurs qu'on a proposés, mais encore heureux. Non, par rapport à tous les joueurs que l'on a, dont on dispose pour le moment. Non, il n'est pas moins bon qu'Euro, par exemple. Tu peux pas me dire ça. C'est exactement ça le sujet qui fâche. Est-ce que Rowe ne mériterait pas d'être l'ailier titulaire, sachant que c'est quand même un joueur virevoltant, c'est le profil. Mais il faut un gars à côté, quoi. C'est le profil d'ailier le mieux à l'OM. Parce que Paixão, c'est vrai que Paixão, en termes de stats et tout, c'est supérieur à Rowe. Mais si tu ramènes l'orienté face à face contre Rowe, est-ce que vraiment l'orienté part avec... non, ça je suis pas d'accord. En fait, moi, j'aurais pensé qu'on mette Rowe sur un côté et qu'on mette Paixão de l'autre et Greenwood en 10. Et tu vois, en attaquant ou Obama ou Gouiri. Le problème, c'est quand même que Obama peut jouer les trois postes à de l'attaque. Je ne dis pas, il a plus ans maintenant, il va. Mais je me dis, le mec qui va venir essayer de piquer cette place à Rowe, mets-toi à la place du bonhomme quand même, de dire attends, ça fait 1 an que je suis là, j'ai rongé mon frein pendant 1 an parce que je partageais mon temps de jeu avec un autre gars. Et là, il va falloir me prendre ma place. En plus, je suis champion d'Europe espoir. Il va falloir me prendre ma place. Mais en fait, il partageait son poste avec un gars qui avait vachement de chance, comme il voulait le vendre Marseille, etc. Donc voilà, et il a mis les. Donc non, mais le problème qu'il y a, c'est que bon, je pense qu'on l'a tous vu. Il a rogné sur ses vacances. Il a fait une grosse préparation. Il a la légitimité d'être champion d'Europe espoir, ce qui n'est pas rien. Parce que quand on voit l'équipe britannique ou l'équipe allemande, maintenant, ce sont des équipes qui sont très loin devant les Français et les Espagnols. Donc, tu as quand même un gars qui a eu 1 an pour s'acclimater au Vélodrome, qui est bien aimé de la part des supporters marseillais, parce qu'il peut justement faire cette différence. Rowe, c'est un joueur type Ligue des Champions. Ben, je vais pas te mentir, Rowe, il est vraiment adoré. Et quand il y a eu le tour d'honneur à la fin de la saison, c'est le seul qui allait donner son maillot. Il y a un mec, en fait, sa famille a vu que le gars le mec, il avait fait Rowe, donne-moi ton maillot, il avait écrit ça, et il appelait la famille du joueur. Et les gars sont allés voir Rowe. Rowe, c'est le seul, il a pris un bain de foule et tout. Il s'est mis au milieu de tout le monde. Il a fait une photo avec tous les supporters. Et tous les supporters, mais il est même pas allé en virage, tu vois, le gars. Il était sur un côté et tout, en gagné. Il a fait la photo avec tout le monde. Il s'est mis avec tout le monde, il a fait la photo. Franchement, le gars, immense respect. Et personne d'autre l'a fait. Ils sont même pas intéressés à balancer un maillot et tout. Parce que tout ça, c'est que du sponsoring et tout. Et Rowe, j'ai l'impression que c'est un mec qui casse un peu les codes, tu vois. Et c'est des joueurs comme ça qui bien éduqué. Ouais, c'est la différence avec Greenwood au niveau du body language. Ouais. Gros, tu vois, t'as l'impression que c'est comme ton pote Rastafari, tu vois, qui voit la vie cool comme ça et tout. Et derrière, t'as Greenwood qui est sur la défensive. Et pourtant, c'est Greenwood le Jamaïcain. Et pourtant, Greenwood est Jamaïcain. Ouais, mais il a tâté le star système britannique. Ouais. Il a trop goûté à la mauvaise presse, du coup. Ah ouais. Ouais, juste pour info, les amis. On commence à les perdre les uns après les autres. Les uns après les autres. Il a qu'à écrire.
écrire. Non, ce qui est intéressant de voir, nous, par rapport à ce qui va se passer, c'est quels sont les prochains partants, puisqu'on on va réussir à faire partir Unai et on a fait partir Merlin et, comment ça s'appelle, et Rongier. Et maintenant, à qui le tour? Harit, Irola, Blanco. On a encore 7-8 joueurs. Ouais. Et sur les 7-8, comme je t'ai dit, déjà là, les 22 millions avec les économies de salaire vont nous faire permettre peut-être de bouger. Je pense que d'ici samedi, on aura un joueur. Tu vois, je pense que d'ici samedi soir contre Gérone, on aura un joueur, hormis Aubameyang, c'est trop facile de dire ça, mais parce que justement, tu vas rentrer dans ce troisième match, donc tu es arrivé à la mi-temps de la préparation. Après, on avait bien vu, on a Greenwood qui est arrivé le 18 juillet l'année dernière. Oui. Tu vois, donc, les autres joueurs sont arrivés, je crois que Wai est arrivé début août. Et si Unai se finit à Gérone, il joue contre nous ou pas? J'ai pas entendu, Morgane, t'es trop loin. J'ai dit si Unai, il est à Gérone, il va jouer contre nous. De toute façon, Gérone, il se fout de notre gueule là, avec cette histoire de 3 millions pour 50% du joueur. Là, ils ont proposé 7 apparemment. C'est ce que je t'avais dit. Les Espagnols, ils ont fait un rôle. Il est intéressant aussi de constater les matchs amicaux qui vont venir. Au Vélodrome, on va jouer qui au mois d'août? Mais là, on joue quasiment que des Espagnols. Hein. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on joue contre des équipes qui ne savent pas défendre. Et on joue contre des équipes qui nous ressemblent. Technique. Voilà. Nous ressemblent parce que tu as donc Gérone, c'est une équipe qui est bon depuis Kapidovbik, ils sont partis avec Stuani devant et à 36 balais comme Aubameyang. Donc du coup, c'est à peu près le même jeu. Tu vois, ça va se jouer sur le milieu du terrain. Après, tu vas jouer Valence qui a réussi à se sauver. On se rappelle, ils étaient dans les derniers l'année dernière et ils ont bien remonté. Ils ont encore ce duo d'attaque avec Hugo Duro. Donc on ne sait pas. Eux, j'ai pas regardé vraiment qu'est-ce qu'ils vont nous proposer mardi, le 29. Mais voilà, tu vas déjà avoir deux équipes joueuses. Et après, ben, tu as le SC Séville qui c'est tout ou rien. Et après, ben, tu finis sur un choc anglais pour justement le physique. C'est une bonne prépa. Je voulais juste rebondir sur Egan Riley. Pourquoi il n'est pas considéré comme extra-communautaire, sachant qu'il est international sport anglais? Il bénéficie en fait d'une espèce, on va pas dire ça d'entourloupe, mais d'une faille dans le système. En fait, le Real a utilisé le même stratagème pour Jude Bellingham. Bellingham a obtenu la nationalité irlandaise et comme les Irlandais ne sont pas extra-communautaires, du coup, Egan Riley a obtenu aussi la nationalité irlandaise et du coup, voilà, il n'est pas extra-communautaire. Voilà. De toute façon, on a 2 places... il me semble, ouais, on a 2 places extra-communautaires de libre. Mais c'est intéressant de voir les pistes. Avec Murillo et Hérault, je crois. Ouais. Exactement. Donc c'est intéressant de voir. Peut-être Medina, non, Medina, il y a un passeport. De toute façon, là, on avait encore la rumeur avec Eki Fernandez. Moi, ça me plairait parce que c'est pareil, c'est un bon box-to-box. Ça envoie au milieu. Ouais. Parce que on se rend compte que si tu enlèves Gomez, parce que Gomez a pris, entre guillemets, la place de Rongier, en un peu plus technique, mais si tu enlèves Gomez, t'as qui derrière? Tu vas remettre Harit, tu vas remettre Unai, tu vas remettre... On ne compte pas, il faut pas compter sur ce qu'on veut vendre, parce que justement, ça fait 2 ans qu'ils ne font rien, qu'ils vont encore nous tirer vers le bas. Je rappelle quand même que c'est bien de vouloir exister en Ligue des Champions, mais la priorité des priorités, moi, ce qu'a fait Lille, ça ne m'intéresse pas. Il reste, hein, ça ne m'intéresse pas. Ça sert à rien d'aller à un 8e ou un quart si c'est pour terminer hors des 3. Je dis bien les 3, parce que quand on voit ce que se chope Nice, certes, ils n'ont pas le même coefficient que nous. Ça montre bien que la 4e place, c'est un petit Jacob, et que la priorité des priorités, c'est de terminer soit utopiquement premier, réellement 2e, ou 3e. L'objectif, c'est de revenir chaque année en Ligue des Champions pour engendrer un cycle vertueux qui va nous permettre d'avoir suffisamment d'argent pour monter une équipe qui va durer. Et c'est ça. C'est pas une équipe de football que c'est auparavant.
On n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes qui gagne 60 millions. C'est ça le projet. Le projet, c'est de profiter de cette Ligue 1 faible pour aller justement tout en Ligue des Champions. Et derrière, c'est comme ça que se construit un effectif. C'est qu'aujourd'hui, il faut que tu prennes les remplaçants de demain. Donc, les Balerdi, les Hojbjerg, à moins qu'il reste encore un an. Les mecs, peut-être qu'ils vont se dire, ben, tiens, au final, on s'y plaît bien dans ce club. Maintenant, je n'y crois pas. Mais c'est ça. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Mais pour moi, là, les gars, je vous dis honnêtement, hein, moi, là, je préfère qu'on fasse pas une bonne Ligue des Champions. Bah, après, qu'on gagne un match ou deux, qu'on soit pas ridicule. Mais ouais, finir deuxième, etc. Parce qu'on finira pas premier, faut pas se leurrer non plus, hormis grosse catastrophe industrielle. Mais par contre, voilà, je me dis un truc, les gars. Honnêtement, j'ai envie qu'on prenne du plaisir, qu'on pratique un beau football, etc., etc. Lille a fait ça. Le problème de Lille, c'est que là, ils se sont fait dépouiller, ils ont vendu tous leurs joueurs. Ils ont vendu parce qu'ils ne sont pas Ligue des Champions. Parce que justement, ils n'ont plus la manne de la Ligue des Champions. Exactement. Parce que c'est un club qui est que sur ça. Ils étaient obligés, Morgane, parce que quand tu vois les droits télé qui sont bidons, ils étaient obligés, c'était à sine qua non avec Nice. S'ils étaient quatrième, ils auraient peut-être gardé des joueurs. Mais là, quand tu sais que tu as déjà ton avant-centre qui voulait profiter du football moderne, à savoir, je suis à la fin de mon contrat pour aller négocier un meilleur contrat ailleurs avec la belle prime à la signature qui va avec. Tu as un Zegrova qui est blessé donc depuis plusieurs mois. N'oubliez pas qu'on récupère le médecin de Lille, qui n'a pas réussi à le remettre sur place. On a été épargné par les blessures l'année dernière, notamment de nos joueurs cadres. Et là, ils ont Diakate qui doit partir en Angleterre. Après, Zegrova, là, je crois qu'apparemment, c'est un gros souci. En fait, il a eu un gros problème au genou et apparemment, c'est un kyste au niveau du genou qui se résorbe pas, en fait. Et du coup, en fait, ça revient à chaque fois. Et ça, c'est pour un footballeur, c'est hyper gênant, quoi. Donc ouais, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on explique à nos supporters, pédagogiquement, par là, c'est qu'on entre dans une autre dimension à partir du mois de septembre. C'est un autre monde dans lequel on va entrer. C'est-à-dire que même si tu l'appelles de tes deux de voir du spectacle au Vélodrome, le plus important est de pouvoir tenir cette cadence. Je me rappelle quand même que l'année dernière, on soufflait comme c'était pas possible parce qu'on avait un match par semaine. Là, on va passer à 3. Ça va être compliqué. Surtout si sont toujours les mêmes joueurs, c'est-à-dire ceux que l'on a sous les yeux, qui vont jouer. Je vous rappelle quand même qu'on risque, avec la fatigue, les suspensions et les blessures, d'avoir la moitié de cette équipe que l'on a sous les yeux qui risque de disparaître. Ouais, c'est malheureux quand même. Et qu'il ne faudra pas se louper en plus sur le début de championnat. C'est-à-dire que ce soit Rennes ou que ce soit le Paris FC, il va falloir prendre un maximum de points parce que le championnat, Jam l'avait très bien expliqué, va être faussé à partir du mois d'avril-mai parce que justement avec la Coupe du Monde, les internationaux vont lever le pied pour ne pas se blesser. Attention, il faut bien imaginer ceux qui ont joué la Coupe du Monde des clubs, qui n'ont que 3 semaines de vacances, qui vont revenir de vacances lors de la première journée. Alors, il faut bien expliquer ce que ça représente, et avec encore une année à rallonge. C'est-à-dire qu'il c'est quasiment un an de foot non-stop pour eux. Donc, plus on prendra les points tôt cette année, plus on sera sûr, déjà ce qui est pris n'est plus à prendre, il faudra engranger énormément de points pour se prémunir sur les mois d'avril et de mai, parce que les joueurs, et c'est tout à fait normal, vont lever le pied. Vous imaginez les joueurs à minima 45 matchs, j'ai bien 45 matchs qui ont fait les 8. Buts que la saison dernière, quoi. Parce que l'année dernière, tu avais beaucoup de buts, tu n'avais pas d'assise défensive. Et si tu commences à prendre des buts comme tu prenais 2 buts par match, tu vas avoir du mal à revenir à chaque fois sur. Non, mais il faut rajouter la fatigue avec les matchs, avec 8 matchs, avec d'une autre intensité de notre mode que l'on va vivre. Et imaginez la vie d'un Rochefort, à quoi elle va ressembler. Déjà qu'il a ne peut plus avec un match par semaine, parce que justement, lui et son copain au milieu défensif, il court à droite et à gauche.
il faut pas se tromper de priorité. Même si on bâtit une équipe pour exister en Ligue des Champions, il faut imposer notre loi pour être dans les 3 premiers. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on voit là, et que Marmont nous met sous les yeux avec cette équipe, tu te qualifies pas en Ligue des Champions l'année prochaine, cette équipe n'existe plus. Et on est obligé de vendre tout le monde. Ouais, c'est ça le problème. En fait. Le problème, c'est que voilà, j'ai mis la composition d'équipe, comme vous voyez avec les remplaçants. Donc, on partirait sur, voilà, c'est acté à 100%, Roulis et Delange. Derrière, on voit surtout sur le côté droit que Murillo, sa doublure, le problème, c'est Lirola, le problème. Non, mais c'est pas besoin d'avoir. Tu le connais, Lirola, ça fait 4 saisons qu'il est là. 4 saisons qu'il est là, 4 saisons qu'il fait rien. Donc, moi, je vais te dire, t'es entraîneur. Nous sommes de simples supporters. Alors, imagine les entraîneurs que tu vas affronter, ils regardent simplement l'équipe et qui voient, ne serait-ce qu'en regardant, ils n'ont même pas besoin de regarder les matchs. Rien qu'en regardant les joueurs dont tu disposes, vont voir quels sont tes points faibles. Pas besoin, hein. Je suis pas fou, hein. Je vais pas passer par là quand je vois ça. Après, quand je vois Popcorn qui nous dit, tu vois, que Rongier a signé pour 3 ans, alors que nous, on lui proposait 2 ans, qu'il avait déjà 31 ans. C'est que tu vois qu'il nous a pris pour des quiches. Et après, oui, il y a Popcorn qui nous dit également, vous pensez aux Africains qui vont enchaîner championnat, l'Europe, la CAN, la Coupe du Monde et le championnat du monde des clubs cet été. Là, si on prend les Africains, qu'il y en a. Vous vous rappelez de le monde où on parlait parce qu'on avait, comment il s'appelle le défenseur là, qui est parti? Mbemba. Ndemba. On avait les deux Marocains, plus Mombagna, plus Aubameyang. Ismaël Assar. Vous regardez. Ismaël Assar, Mais voilà. Là, quand on voit l'équipe que l'on a, on a quand même des dirigeants qui sont davantage. Enfin, c'est surtout que, comment il s'appelle, Longoria n'est plus seul à tout faire. Donc forcément, quand tu es épaulé par des gens qui s'y connaissent, tu sais que tu n'as pas le droit de reproduire les erreurs 2 ou 3 fois d'affilée, et surtout pour avoir une équipe qui puisse exister. On a parlé tout à l'heure du mois de novembre. On a un calendrier infernal entre la mi-septembre et fin novembre. C'est-à-dire là, on va tout jouer. Même entre la première journée, parce que tu vas jouer 5 matchs et tu vas avoir une trêve. Tu vas jouer 4 matchs, tu vas avoir une trêve. Tu vas jouer 4 matchs, tu vas avoir une autre trêve. Tu vois, et après, derrière, tu as la CAN. C'est hallucinant. C'est-à-dire que tu vas enchaîner. En plus, on a un gros début de championnat parce que tu es condamné, comme tu disais avant Paris, de faire au moins 7 points sur les 3 premiers matchs. Parce que tu as Lyon, Paris FC et Rennes. Tu es obligé, si tu veux prétendre et avoir aussi, parce qu'on dit souvent que les bons résultats font que tu as t'appréhendes beaucoup mieux les matchs, tu vois, tu es beaucoup moins vite fatigué quand tu gagnes. T'es moins dans le doute. Après, derrière, tu affrontes Paris, tu fais ton premier match de Ligue des Champions, on verra le 28 août. Tu prends Lorient et après, tu as la trêve. Il faut pas perdre des points de suite. Donc, comme le disait Popcorn, on a, je suis en train de lire là le chat, Popcorn qui nous disait qu'ils vont lever le pied, je crois que c'est toi qui le disais, au mois de mars-avril. Mais les canistes, ils vont peut-être lever le pied aussi pour pouvoir jouer la CAN parce que c'est quand même leur championnat d'Europe à eux, en Afrique. C'est une très belle compétition. Ça permet de représenter son pays aussi. Donc, et en plus, tu vois le gars, à un moment donné, ils sont obligés de choisir leur match. Donc, il faut avoir le banc qui va avec. En fait, mais justement, c'est pour ça que par rapport à ce que l'on a sous les yeux, et moi, j'élimine ce que j'ai à droite et à gauche parce que je ne peux pas le voir en termes de latéral. Il te manque 4 joueurs. Parce qu'il te faut des solutions. C'est même, enfin, moi je prends Murillo, je prends. Il t'en faut 6 si tu comptes le remplaçant de Gomez et le remplaçant de Rabiot. Ben, c'est ce sur quoi on avait toujours tablé depuis le temps qu'on en discute. Il te faut des mecs qui puissent assurer quand tu vas avoir les suspensions,
et les blessures. On n'a pas eu de blessures l'année dernière, je vous rappelle pourquoi. C'est pas compliqué, hein, parce qu'on avait un match par semaine. Voilà. Un match par semaine, là, si tu vas jouer, il était fatigué en plus. Voilà. Tu vas jouer, je vais te dire une connerie, mais si tu joues le mercredi à Zagreb, tu vois, sous moins 10 degrés, je dirais des conneries, hein. Et après, t'enchaînes dès le samedi à 17h parce que derrière, tu auras... voilà, c'est pas possible. Alors imagine, tu as des joueurs qui sont blessés, qui sont suspendus. Ah, mais tu vas les avoir. Déjà, ne serait-ce que les suspendus. Tu as 2 Argentines en défense centrale. Tu peux être certain qu'il y a un match, il y en a un qui va s'en prendre une biscotte. Oui. Et l'autre, le match suivant, ça va être l'autre. Ou alors, dans le pire des cas, tu vas avoir les deux qui vont être avertis. Et heureusement qu'on a eu la réforme au niveau des cartons. Heureusement qu'on a eu cette réforme-là. Ça nous permettra de durer un peu plus. Là, non, par rapport à ce qu'on a sous les yeux, on a quand même une équipe qui est relativement plus crédible, compacte, et surtout, on a cet avantage-là par rapport à l'année dernière, c'est que par rapport à on a une ossature qui se connaît. Donc, on ne va pas perdre de temps au niveau des automatismes. Voilà. Moi, je ne raisonne pas en termes de Ligue des Champions. Je répète, on va dans un autre monde. Quand on va voir, ah oui, c'est sûr, on va voir les affiches au Vélodrome. Quand vous allez voir les affiches, il faudra les regarder dans les yeux, les mecs. Hein. Et il ne faut pas oublier que ce sont des mecs qui ont l'habitude de jouer ça. Pour eux, en championnat, vous prenez les Anglais, ils font ça toutes les semaines. Pour eux, il n'y a pas de problème. Ouais. Surtout que ça, tu as remarqué que le chapeau 4, comparé à l'année dernière, est beaucoup plus relevé. Et la Ligue des Champions de cette année, elle sera beaucoup plus relevée que l'année dernière, oui. Oui, déjà, les équipes du chapeau 4. Il y a mais c'est pour ça que Newcastle. Voilà. Et Galatasaray qui a mis 75 millions sur Osimhen. Ben oui, pour un chapeau 4, c'est logique, tu me diras. Tout le monde peut le faire, de mettre 75 millions sur un attaquant. Donc oui, et quand on prend justement tous les Wonderfits, toutes les pépites qui sont que tous les gros s'arrachent pour renouveler leur effectif, c'est normal que au niveau des joueurs moyens, eh bien, les prix ils explosent parce que justement on essaie de récolter ce qui reste. Et il y a le lien de temps en temps, Mahmoud demande Popcorn. Pardon? Et à Popcorn lui demande de remettre le lien de temps en temps sur le chat. Très bien, pas de souci. Et excusez-moi, Seb, je relis vite fait ce qu'il dit. Vas-y. Il nous parle qu'apparemment Faris serait approché par des équipes en Norvège. Oui, parce qu'il vient de Bodo Glimt, c'est normal. Mais est-ce que ces clubs-là sont prêts à débourser de l'argent? Est-ce que tu ferais pas un échange avec Peter Hodge? Peter Hodge. Alors ça, tu parles de choses, tu parles de joueurs que la plupart des supporters ne connaissent pas au niveau de... Tu mets Hodgeberg et Soltness, ah oui. Ah oui, mais... Ah oui. Je pense pas que Bodo Glimt va s'affaiblir alors qu'ils vont jouer le dernier tour de barrage de Ligue des Champions. Donc c'est pas ils vont pas aller dans ce sens. Je rappelle quand même que les mêmes Bodo Glimt qui nous ont fait payer 8 millions Montbagna. Exactement. Est-ce qu'ils vont le reprendre ils vont pas le reprendre au même prix. Quand on voit que tu as Forold qui signe à Porto, quand on voit que entre Osame Sarawi l'année dernière, entre Broholm qui a signé là à Lille cet été, entre Nanasi qu'on parlait justement avant qu'il signe à Strasbourg, on voit que justement on a notamment des clubs français qui vont là-haut. Nous, il faudrait qu'on y aille justement. Alors, combien va demander Bodo Glimt pour une équipe qui est arrivée jusqu'en demi-finale de Ligue Europa l'année dernière? Ça, je le sais pas. Maintenant, on n'a même pas osé mettre 2 millions sur Ronny Bardi. Donc, moi, je comprends pas ce recrutement. Ouais, Ronny Bardarji, c'est vraiment une piste qu'on va regretter très très longtemps, hein, je vous le dis. Hein. À part s'il a le genou qui est de travers et qu'il n'a pas récupéré, et son prix vient aussi du fait que là aussi ça fait partie des petites bizarreries au niveau des contrats danois qui se terminent le 31 décembre. Donc étant donné que il était à moins de 6 mois avec un salaire faible, donc automatiquement
ça fait un prix, plus une blessure, ça fait un prix qui est extrêmement bas. Après, je me méfie, je sais même pas si cette piste elle existait réellement par rapport à ce qu'on a dit. Là, il y a Tetrapax. Attends, je reviens. Tetrapax qui nous dit. Attends, vous l'avez. Mince. Je l'avais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, c'est. Je l'ai plus. Ouais, il nous parlait, voilà. Meite Faris Simon en prêt. Le problème, c'est que Meite, ça fait déjà 2 ans qu'il prête. Donc, à un moment donné, les 10 millions, il va falloir que tu les récupères. Et après, pour ce qui est Faris, le prêter. Ouais, le problème de Faris, c'est que je me mets à la place d'un club. Quand tu sais que tu as un joueur qui a eu les croisés à ce moment-là et qui n'a pas refait de match justement pour voir à quoi il ressemble, ça peut éventuellement être un risque. Il faut voir combien il touche à Marseille. Donc c'est un club, peut-être que je vais proposer 20-30% sur le salaire pour essayer de le faire relancer. À moins que tu aies Toulouse qui aille dessus pour l'associer avec Magri et puis comme ça travaille pour le Cameroun. Et après, pour Simon, ça travaille pour le Cameroun. Et en plus, comme ça, ils perdent les deux pour la CAN. Et ils sont contents, les mecs. Donc, c'est le problème. Tu rajoutes le problème de la CAN, ça viendra toujours freiner l'achat la vente de Montbagna. Mais comme Harit et Ounahi, de toute façon. Après, pour Tetrapax, on est d'accord. On le sait qu'il avait ses problèmes de genoux, Baradji, ouais. Baradji. Ouais. Bon, c'est pas si la piste existait. Il avait des problèmes de genoux, mais je vais lui répondre dans le sens où si tu mets 2 millions sur Corneran de la Fuente, pourquoi tu mets pas 2 millions sur ce joueur? Si tu as mis 1,5 million sur Franck Mug, pourquoi tu mets pas 2 millions? Tu vois, c'est pas comme s'il demandait 10 millions. 2 millions dans le foot aujourd'hui, si tu as vraiment une pépite, moi j'aurais tenté le coup. Vu tous les tocards qu'on a fait venir, moi j'aurais tenté le coup. Ounahi te touche plus cher que ce que tu aurais pris pour avoir Bardji, tu vois. La question de savoir, c'est quelle est la priorité. Une fois qu'on aura fait Paxao, est-ce que priorité aux ventes ou alors est-ce que, comme d'habitude, ils travaillent en sous-marin pour faire venir des joueurs gratuits, principalement parce qu'on va pas se mentir, il en reste encore des joueurs gratuits. Mais c'est simplement là, ça le jeu des agents qui faut monter les enchères. Mais après, il y a aussi peut-être ce qu'avait dit McCourt derrière, dans le sens où on n'en sait rien, c'est ce qu'on lit nous tous. C'est est-ce que tu vas pas prendre le risque de prendre trop de joueurs d'un coup pour encore une fois exploser ta masse salariale et ta balance de transfert qui était à peine dans le vert avec la vente de Luis Enrique et te dire il faudrait quand même que je me débarrasse de certains avant de faire venir. Voilà. Et de toute manière, bon, là, on a réussi à me faire repartir 3. Je pense que le prochain sur la liste, c'était, je pense que le plus cher à faire repartir, c'était Ounahi. Je pense qu'Harit, on peut le faire repartir. On avait acheté 8 millions. On va pas pleurer si on le vend 5. Par rapport à ce qu'il a fait chez nous, et de toute manière, ça a été amorti. Le problème, c'est qu'on sait très bien que Harit est sur le départ. On est bien d'accord. Il va pas rester Harit. Pourquoi? Oui, mais c'est le même problème qu'avec Mombagna, Mahmoud. C'est que tu te mets à la place du club, c'est un joueur qui s'est blessé pendant de longs mois, et tu te dis, le mec, il a 28 piges, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et surtout, comment il est son physique? Alors, tu as le salaire, tu as le physique, tu as l'âge. Et en plus, tu as la canne. Tu vois, tu as 4 choses. Bon, tu vas me dire qu'il est plus maintenant en odeur de sainteté avec Redraghi, mais s'il fait une bonne préparation, enfin voilà, on sait comment ça peut se passer. Voilà, on est bloqué. On est bloqué avec Faris, on est bloqué avec Meite, parce que Meite, psychologiquement, c'est pareil, tu sais pas où il en est dans son football, et tu es bloqué avec Ounahi, avec son salaire. À un moment donné. De toute manière, les salaires de Ounahi, Harit et Mopé, on va pas me faire voir qu'on n'est pas capable de prendre des joueurs qui vont prendre moins cher qu'eux et meilleurs, parce que ça existe. Ah ben, bien sûr. Ça existe. Voilà. Si tu travailles bien. Si tu travailles bien, ouais. Oui. Si tes recruteurs n'ont pas la phobie de l'avion comme un Vercamp. T'as dit un mot magique, là, t'as dit les recruteurs. Quel recruteur?
Voilà, C'est ça le voilà. problème. Ils sont où, Non, les mais recruteurs? par contre, les gars, Et entre franchement, guillemets. ces gens-là, il faut les nommer, ces recruteurs-là, parce que qu'est-ce qu'ils font, ces messieurs? Je les connais Là, pas, moi. Je les connais pas. personne ne les connaît, c'est ça le problème. C'est que les recruteurs de. Je vais faire plaisir à Jam. Quant à Ologlin, qui fait des miracles à l'Union Saint-Gilloise, qui Ouais. te ramène des Boniface, des Amoura, des Undav, des Des Puertas, Puertas. des Franjo Ivanovic, des Ouais, premiers Promas avis. David. Et pourquoi tu vas pas chercher ces mecs-là? Pourquoi Parce que tu t'es vas pas mauvais. chercher Ologlin? Parce que y a déjà quelqu'un en place. Hein. Ben oui, je pense qu'à mon avis, ils doivent lui donner quand même pas mal de thunes à ce gars-là. Moi, je. Oui, mais après, il y a. Après, moi, je peux comprendre certains supporters marseillais. Je ne dis pas que je vais être totalement avec eux par rapport à de très bons joueurs. La question est de savoir si ces personnes, parce qu'on l'a vu, on a déjà discuté depuis qu'on se connaît, est-ce que ces personnes sont capables, quand ils entrent au Vélodrome, de... je vous rappelle quand même que si on en a planté 5 à Leipzig, et quand ils ont vu, ils sont entrés dans le Vélodrome, je vous rappelle quand on est allé en finale de la... C'était le quart de finale, ça. Oui, De l'Europa League. Quand ils sont entrés dans le Vélodrome, ils ont vu ça et ce sont des adversaires. Imaginez-vous mettre le parpaing du maillot sur les épaules et de jouer sur cet immense carré, parce que il faut pas oublier une chose. Quand on va voir un match au Vélodrome, qu'on est au bord du terrain, le terrain il est immense. Ça fait grave, hein, le Vélodrome. Donc, est-ce que ces joueurs ont la capacité mentale de pouvoir évoluer? Voilà, c'est ça ce qu'il faut se dire. Là, je reconnais quand même les qualités d'un recruteur comme Benassia, c'est-à-dire que tu as au moins quelqu'un déjà qui s'y connaît au niveau du foot, qui a été à Marseille et qui a un carnet d'adresses qui est relativement fourni et qui sait ce qu'il nous faut. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas les moyens à disposition pour prendre tous les joueurs qu'il voudrait. Donc, pour le moment, on a fait 3 joueurs libres d'un certain calibre. Et bon, on n'a pas fait. C'est moins dégueulasse que certaines années. Je le dis, je le répète. J'ai une question pour vous, les gars. J'ai juste une question. Si vous avez un all-in à faire, vous le faites sur qui? On ne peut pas faire all-in, c'est trop dangereux. Non, mais si t'en as un à faire, tu te dis, voilà. Mais si t'en as un à faire, ça veut dire que ça te condamne à 4 ou 5 arrivées. Voilà. Donc, et il y a trop de manques. Ouais, mais qui, non, mais les gars, dans l'hypothèse. Bon. On est dans la deuxième année où il faut déjà, on a toujours dit que, et notamment à Marseille, que la confirmation est la chose la plus dure à faire, surtout dans cette Ligue 1 où tu as toujours un club qui cut, donc ça peut être nous, hein, on a cuté l'année dernière en finissant 8e, ou une surprise. Là, la surprise, elle est toute identifiée, c'est le Paris FC. Oui. Donc, du coup, tu te poses la question, tu as 3 places à aller chercher, tu en enlèves une, il t'en reste 2. Tu as Monaco qui a gardé aussi ses cadres à l'heure actuelle. Tu as Nice, normalement, qui doit exploser parce que tu as Laborde qui a signé aujourd'hui en D2, donc ils ont que Mofi et Guessant devant. Mais bon, après, hein, je laisse tomber les Bonani, tout ça. Ils ont perdu normalement Boulka aussi, il me semble. Ouais, c'est perdu. Et t'as Lille qui, pareil, est en train de se reconstruire. T'as Lyon, bon, dans la logique, il devrait même pas être en Ligue 1. Mais t'as toujours justement cette surprise. Donc, mais pour moi, je te dis, pour moi, là, je vois le Paris FC comme Strasbourg l'année dernière. Et t'as Strasbourg, regarde, ils ont transféré Mamadou Diarra, par exemple, à Chelsea et qui leur ont reprêté. Ouais, voilà. Et tu vois, donc, plus, ils vont récupérer 2-3 pépites, là, de 18-19 ans encore, là. Ça, ouais, comme le Colombien. Attention à celui-là. Ils gardent des mégas. Attention. Moi, je vais vous dire, si on avait cette équipe-là, l'année dernière, là, que Marmoud nous a mis sous les yeux, déjà l'année dernière, on se disait, bon, on va faire la deuxième place parce qu'on ne jouerait. Si on avait que cette équipe-là, tu ne peux pas avoir cette équipe uniquement pour le championnat. C'est pas possible. Parce qu'avec cette équipe-là, tu roules. Enfin, tu roules. Tu essaies de t'accrocher au Paris Saint-Germain. Mais, j'insiste, prenons en compte le fait que cette année a tout d'une année piège pour nous.
avec la Ligue des Champions, parce que cette équipe, elle peut voler un éclat. Là, j'ai Elle vu peut voler ça, un éclat. ça peut nous rappeler la deuxième année de Tudor, les trucs comme ça, tu vois. Non, là, non, parce que parce on a déjà discuté. On parle de l'année du Tudor. L'année de Tudor, elle se joue à une tête d'un Bosniaque qui passe à 1 centimètre à la 86e minute. C'est-à-dire, il te marque le but, c'est qualifié pour les huitièmes de finale et on n'en parle plus. Ah oui, ça change tout. Et je parle d'une équipe qui est intrinsèquement, celle-là, moins forte que celle que l'on a là. Je parle. Ouais, Parce qu'en termes de... Pourtant, ils sont moins forts. Non, l'équipe de Tudor est moins forte que celle que l'on a là. Ah oui, je pense aussi. Donc, voilà. Donc c'est pour ça. Et on a réussi, et on a réussi à conserver. Tu penses pareil que nous, Marmoud, ou pas? Moi, vous connaissez mon avis sur Tudor. Ouais, voilà. Après, on va pas refaire le monde, mais tu avais des forces et des faiblesses. Là, c'est un peu plus équilibré aujourd'hui, mais moi, j'ai un gros regret, c'est Gerson. Tu vois, c'est un mec que j'ai kiffé. C'est un mec, certes, qui est comme Greenwood. Il choisit ses matchs, il est nonchalant, il est machin. Mais c'est des mecs, putain, c'est... Voilà, c'est dommage. On va pas tarder à clôturer le live, les amis. Juste, je vais vous montrer une photo. Vite fait comme ça va faire plaisir à notre popcorn. Son joueur, Djugo Khan Aspolat, il joue en Belgique. Donc voilà, c'est la piste que voudrait voir Jam au milieu de terrain. Il joue à Westerlo, en Belgique. Là où il y avait mon pote Vuskovic. Ouais. Voilà. Un profil, en fait, milieu de terrain très compact, un milieu défensif. Et il a joué 38 matchs, 3 buts et 7 passes D. Pour un milieu défensif, c'est déjà pas mal. Donc, c'est la piste de Merguezman Popcorn. De Merguezman Popcorn, effectivement. Donc voilà, on a des idées. Combien ça coûte un genre de joueur comme ça? T'as regardé un peu? Pas au-dessus de 10. Autour des 3, je crois. Pas au-dessus de 10 en tout cas. J'ai pris mais je crois qu'il était à 3. Il est estimé à 3, mais après il va partir à 5-6, quoi. Voilà, exactement. Oui, mais on parle de joueurs dont la plupart des supporters, et ça les regarde, ils vont te dire ils ne connaissent pas et ils diront que justement c'est une pipe avant même parce que, voilà, j'insiste. Donc il y a l'univers dans lequel il faut venir. Donc ça, c'est le boulot de Benassia de bien savoir à qui il a affaire. Ce qu'on doit faire pour dégraisser et ce que l'on doit ajouter pour pouvoir justement exister. Je répète, pour nous, c'est une saison, ça passe ou ça casse. Ouais, c'est très. Ce que je disais, la saison de la transformation est toujours la plus dure parce que maintenant, tu te sens vraiment attendu. Tu as gardé tes cadres. Tu as ramené pour l'instant des bons joueurs qui complètent ton équipe. Tu n'as pas de banc. Tu as une canne qui va te flinguer parce que tu vas perdre la moitié de tes joueurs, comme d'habitude. Et tu seras attendu parce que tu as un gros début de championnat. Le 28 août, tu auras tes 4 à 6 équipes qui peuvent t'éclater. Et on sait qu'à Marseille, il y a toujours une crise. Je suis pas l'oiseau de mauvais augure, mais c'est pour ça que c'est très important les 40 derniers jours pour avoir ce genre de joueur. Voilà. Voilà les amis, du coup on va clôturer ce premier live de notre nouvelle chaîne de Kingdom. Donc je vous remercie. Un mot pour la fin pour chacun, à commencer par toi, Seb. Patience et je sais que c'est un mot qui n'est pas qui ne fait pas partie du vocabulaire marseillais, mais patience et croyance. Le reste ne dépend pas de nous puisque c'est pas entre nos pieds que ça va se décider. Là, c'est le mot du sage de notre équipe. John, merci à toi pour ce live. Voilà, je te donne la parole pour un dernier mot. Ben, du coup, à ceux qui peut-être vont nous suivre dans cette aventure, on vous remercie déjà d'avance.
On commence aujourd'hui, premier live, donc tout n'est pas parfait parce que bon, l'actualité fait que, mais on va s'améliorer de jour en jour, notamment avec vous, pour créer cette petite communauté à travers ce club qu'on chérit tant. Je remercie Tetra Pax, je remercie David, je remercie Popcorn, Captain Popcorn Merguez. Et du coup, voilà, donc bienvenue chez nous. On va faire des lives, des après-matchs, des avant-matchs, des jeux pour s'éclater et profiter au maximum de ce club qui est une soupape pour nous dans ce monde de fou. Je vous remercie. Je te remercie, John. Un mot pour la fin, Morgan. Moi, mon mot, ce sera espoir, les gars, parce que j'ai espoir qu'on fasse une belle saison. J'ai espoir qu'on fasse des recrues. Et franchement, quel bonheur de s'être retrouvés tous en live. Ça fait un bien fou. Ça nous égaye le quotidien. Et bah voilà, on attend tous l'OM avec impatience. Franchement, les gars, on va prendre du plaisir cette saison. On a tout pour le faire. On a une Ligue des Champions de prévue. Voilà, on a plein de sujets à traiter. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est le début de la saison. Et elle n'a pas encore commencé, donc voilà. On peut s'estimer heureux de ne pas être à la place de Nice et de ne pas être quatrième, les gars. Parce que là, commencer maintenant avec un Benfica en plus, ouais. Bon, après, Exactement. voilà. Exactement. Franchement, les gars, estimons-nous heureux. On a mangé notre pain noir l'année dernière. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle saison qui commence. Malgré une épopée européenne. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, malgré une épopée qui est totalement, comme l'a dit Mehdi Benatia, qui était totalement imprévu et hyper incongru, quoi. Ils s'y attendaient pas du tout. Hein. Tout à fait. Alors, je vous remercie, les gars. Juste, je vais résumer ce qui s'est passé en termes de news aujourd'hui. Alors, on a fait 5-0 contre Excelsior, c'était hier. Voilà, un petit match, on va dire, d'entraînement. Et aujourd'hui, on a été tenu en échec par l'Olympique Charleroi. Malheureusement, voilà, avec une équipe bis, une équipe B en première mi-temps. Donc voilà. En breaking news, Rongier signe officiellement au Stade Rennais. 8 millions. Ouais. Oui, mais je crois que c'est 5,5, c'est ça? Plutôt 5,5. Et le reste, c'est du bonus. Et le reste, c'est du bonus, voilà. Ouais, le bonus, les sirènes se maintient, des trucs comme ça. Voilà. Donc, un bonus atteignable. Voilà. Et la réunion au sommet, OM Feyenoord pour boucler l'arrivée de Peixao. Pour l'instant, on n'a pas eu de news en direct sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'on aura ce soir, tard dans la nuit, peut-être demain, on verra bien. Donc voilà, c'était un peu les news qui ont filtré voilà, aujourd'hui. Je vous remercie, les gars. On se retrouve pour un prochain live. Merci. Très bientôt, j'espère. Voilà. Si vous êtes libre, hein. Si vous êtes libre, bien sûr. Non, mais on va se retrouver très bientôt pour un deuxième live. J'espère que l'actualité sera riche. Et allez l'OM. Allez l'OM, les gars. Allez l'OM, à la prochaine, les amis. Allez, ciao. Ciao.